Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Moment Culte. C'est le 45e. C'est peut-être difficile à croire. J'ai avec moi Thibaut, comme d'habitude, et puis un nouvel invité, Jean-Philippe. Comment ça va? Bonjour Maxime, bonjour Thibaut. Merci de m'accueillir dans votre podcast. Ça va très bien. Et alors, une question pour commencer. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le thème des imposteurs, l'imposture en général. Et c'est un thème que tu nous as suggéré, Jean-Philippe. Ça te vient d'où? Tout à fait. C'est venu un petit peu par hasard en fait, mais c'est pas si latent que ça parce qu'en fait, de nos jours, je trouve qu'on est de plus en plus entouré d'imposteurs ou de soi-disant personnes, que ce soit professionnelles ou même dans la vie de tous les jours, dans le cadre privé. Donc je me suis dit que ce serait pas mal d'en parler et que dans votre podcast, avec tout ce qui pouvait être abordé et tout ce qui pourrait être mis culturellement autour de ce thème, ça devrait être drôlement intéressant. Très bien. Oui, c'est un thème qui m'a aussi inspiré. Donc, pour commencer, je pense que le podcast, déjà, on va le diviser en trois parties, en trois sous-thèmes principaux. Donc, on va commencer avec le fameux syndrome de l'imposteur. C'est se sentir pas à sa place, avoir une position sociale, mais ne pas se sentir à sa place. Ensuite, on va discuter de l'imposture quand on parle de vol d'identité, ce qui existe également. Et puis, le troisième, c'est l'imposture à des fins d'enrichissement. Alors, pour commencer, on va discuter de King's Speech, donc le discours du roi, qui est un film qui est sorti en 2010. Ça a été réalisé par Tom Hooper. Et d'ailleurs, c'est un film qui a obtenu l'Oscar. Et dans ce film, on suit Colin Firth et Geoffrey Rush dans les deux rôles principaux. Et on va découvrir une facette méconnue du roi George VI. Du moins, c'était méconnu de mon point de vue. Il s'agit en fait ici de problèmes de diction qui sont causés par un bégaiement assez sévère. Et nous sommes dans la fin des années 30. C'est une époque charnière dans l'histoire. Et les communications officielles sont surtout faites par voie radiophonique. Et donc, qui dit radio dit normalement voix, et c'est en fait la seule chose que l'on peut utiliser pour transmettre une information, une émotion. Donc on a ici un roi qui ne se montre surtout qu'à la radio et qui est rongé par un stress. Surtout qu'on sait que la guerre approche, chaque déclaration est cruciale, est écoutée attentivement, et le roi, lui, il est tétanisé par ces enjeux, donc on le voit, il se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur, il ressent peut-être même un certain syndrome de l'imposteur. Et pour tenter de se sortir de ce marasme, ce qu'il va faire, c'est faire appel à un orthophoniste, un certain Lionel Logue, qui est une sorte de coach en diction, communication, version LinkedIn 1940. Mais celui-ci, il a un certain bagage et des diplômes, et aussi une approche à lui. Pour dire que c'est peut-être pas un charlatan, à moins qu'il va inciter le roi à faire pas mal d'exercices de diction, à travailler sur sa respiration, pour se relâcher, et aussi pour rediriger son attention sur le discours en lui-même. C'est un film que j'ai vraiment adoré. Je ne l'ai vu qu'une fois, mais je me suis toujours dit que je devrais le revoir à nouveau. J'ai apprécié le fait qu'il serve en partie de document historique et aussi qu'il parvienne à transmettre cette vulnérabilité du point de vue du pouvoir. Donc, on ne voit pas très souvent un roi qui montre une telle vulnérabilité à l'écran. C'est très peu partagé de manière générale dans la culture. Et ici, c'est très bien fait, c'est très bien acté par Colin Firth. Et puis, j'ai aussi trouvé les interactions et l'amitié qui se forment assez rapidement entre le roi et son orthophoniste, très attachante. Des forces supplémentaires, je dirais. Peut-être un dernier petit truc en parlant des rôles de pouvoir et de certaines vulnérabilités. J'ai eu l'occasion de voir Napoléon très récemment et j'étais aussi étonné de voir ce niveau de vulnérabilité qui était montré à l'écran et de voir un personnage qui diffère totalement de ce qu'on peut s'imaginer en général. Je ne sais pas si vous l'avez vu par exemple, Napoléon, ou même Non. King's Speech. King's Speech, bien. Ouais. Thibaut, toi? Ouais, moi je l'ai vu aussi et je suis assez de ton avis, hein, Max. Belle reconstitution historique et finalement, on aurait pu se dire au départ, tiens, voilà un sujet qui n'est pas du tout cinématographique, hein, c'est juste un discours, la préparation d'un discours. Mais par le fait que le réalisateur montre toute la préparation et d'une certaine manière, on peut dire que ça finit bien, en tout cas cette partie-là, le fait qu'il arrive à prononcer son discours, c'est ça qui est vraiment cinématographique en fait. Il y a une vraie histoire et ça finit bien de ce point de vue-là uniquement, évidemment. Et voilà, donc ça, effectivement, ça nous permet de voir aussi un roi très humain finalement, parce que c'est des personnes dont on ne connaît pas l'intimité.
Et ici, il semble que ça a été quand même retranscrit de manière assez fidèle. Donc voilà, c'était à la fois intéressant, presque didactique, et on a quand même ce côté divertissant qui fait que ça se voit voilà, avec beaucoup de plaisir au cinéma. Totalement d'accord avec Thibaut. Moi, je retiens aussi de ce film, je me rappelle plus exactement si c'est dans le film, mais je me souviens de cette anecdote où il refait un discours en laissant juste une petite faute de bégaiement et que son entourage dit: ah ben parfait, il y a juste eu ce petit accroc. Et il dit oui, c'est fait exprès parce que sinon les gens n'auraient pas cru que c'était moi de faire un discours parfait sans bégaiement. Je trouve ça aussi très british comme attitude, comme humour. Donc très beau film et un petit peu pareil que toi, Maxime, c'est toujours un film où je me suis dit tiens, c'est à revoir parce que je l'ai vu aussi qu'une seule fois. Et puis Colin Firth, lui, interprète ça haut la main, rien à redire là-dessus. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez Colin Firth sur d'autres films? J'ai l'impression que ça fait un moment qu'on ne l'a plus vu. C'est vrai ça, je pense qu'il est peut-être un petit peu en retrait ou sur une grosse production peut-être, mais une actualité récente sur lui, non, je vois rien. Et dans ce film le plus récent, il y avait cette série de films pseudo-espionnage. Vous voyez pas ce que je veux dire? Gentleman's Guard, un truc comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi, c'est la dernière chose. Non, et sinon, moi, je pensais surtout au réalisateur, en fait, puisque donc voilà, il a fait un très bon film comme ceci. Et puis, en fait, donc il a sorti d'autres choses depuis. Donc Tom Hooper, hein, il a sorti d'autres choses depuis, notamment Les Misérables en 2012, Danish Girl en 2015. Mais alors surtout, il y a eu Cats en 2019, la fameuse comédie musicale enfin, sorte de comédie musicale qui a été un fiasco complet. Je sais pas si vous voyez, moi, j'ai pas vu le film, mais les images c'était hideux, quoi. Il y avait notamment Judi Dench dedans qui était une sorte de grimé un peu en chat comme ça. Et depuis, malheureusement, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas trop relevé de cet échec, quoi. Un pari risqué. Mais visiblement, il reste actif. Il serait sur une mini-série télévisée. Il a été dans Empire of Light. Et puis, il est dans la série des Kingsmen. C'est peut-être à ça que tu fais référence, Thibaut. Et A Single Man en 2009. Très bon film avec lui aussi. Ok. Pour continuer sur le thème du syndrome de l'imposteur, Thibaut, je sais que tu voulais parler de Youssef Salem a du succès. Oui, ça, c'est un film que j'ai vu très récemment. Il est sorti en 2023. Et c'est d'une réalisatrice, que moi je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Baya Kasmi. Et en fait, elle est plus connue, on va dire, en tant que scénariste, et c'est aussi la compagne de Michel Leclerc, réalisateur français, et donc ils collaborent souvent ensemble sur des films. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler du film Le nom des gens, de La lutte des classes, ou Le mélange des genres, qui est sorti en 2025. Donc ce sont tous des films de Michel Leclerc, et donc elle a participé à chaque fois au scénario. Alors, ce que ça raconte, en fait, c'est Youssef Salem a du succès. On se doute bien que forcément, au centre du film, on aura ce Youssef Salem, qui est incarné par Ramzi Bedia. Et or, c'est un écrivain qui est d'origine tunisienne. Bon, il a une quarantaine d'années et il a toujours rêvé en fait de devenir écrivain et il s'est beaucoup cherché. Et alors il écrit finalement un livre qui s'appelle Le choc toxique, livre dans lequel son éditrice, qui est incarnée par Noémie Lvovsky, croit beaucoup. Et en fait, ça devient très vite un best-seller. Il se fait inviter sur des plateaux télé, il est en lice pour le Goncourt. Voilà, donc tout comme ça semble lui réussir. Et alors, de quoi ça parle ce livre, Le choc toxique? Je ne vais pas révéler pourquoi pourquoi ce titre a été choisi. Mais en fait, ça s'inspire de manière, on va dire, très libre de sa propre vie de famille, même s'il s'en défend beaucoup. Et donc, voilà, c'est une histoire un peu d'immigration, un peu de religion aussi. Il est question surtout de sexualité. Pour cette raison d'ailleurs qu'il va tenter de cacher à sa famille, en particulier à ses parents, son succès, la publication de son livre, parce qu'il ne veut surtout pas qu'ils le lisent et qu'ils découvrent un peu, même s'il prétend toujours que ce n'est pas lui au centre du roman, que ce n'est pas sa famille, il y a quand même, certains des thèmes en tout cas, risquent de choquer ses parents. Alors donc ici, en fait, il est question d'imposture finalement à plusieurs niveaux. Premier niveau, on va dire que c'est une sorte d'imposture morale parce que lui, vis-à-vis de sa famille, voilà, il y a un peu la question, est-ce qu'il trahit un peu les siens de cette façon-là? Il y a une sorte d'imposture aussi identitaire parce que finalement, comme il va être nommé pour le Goncourt, il va se retrouver comme ça au centre d'un milieu très parisien dans lequel il ne se retrouve pas. Finalement, il est fils d'immigrés, donc c'est pas du tout son milieu. Et voilà, et finalement, comme tout ça lui échappe, mais ils se sont encore plus imposteurs parce que, tous les dîners dans lesquels il est invité, il rencontre aussi une éditrice qui avait refusé son manuscrit et qu'il prenait de haut. Maintenant qu'il ne le prend plus de haut parce que tout d'un coup, il est récompensé, il a du succès. Donc voilà, il est finalement beaucoup question d'imposture dans ce film. Alors, je voudrais mentionner aussi sur les acteurs parce que, donc, je disais, c'est Ramzi, l'acteur principal.
Alors, enfin, je ne sais pas ce que vous pensez de Ramsey, mais bon, on ne peut pas dire qu'il est officier dans beaucoup de très très bons films jusqu'ici. Et ici, donc, on est quand même dans une comédie, certes, il n'en fait pas des tonnes. En fait, il est très crédible, quoi. Il joue de manière naturelle, on va dire, et voilà, sans surjouer, certainement, sans cabotiner. Et donc ça, c'est là qu'on voit qu'il est capable, en fait, d'être d'être un bon acteur dans des bons films. J'ai eu l'occasion de le voir plus récemment dans un autre film qui s'appelle, enfin, dont le nom m'échappe, en fait, qui est Classe sorti très moyenne. récemment. Voilà, c'est ça, Classe moyenne, qui est sorti Classe moyenne. ici en France très récemment, et où de nouveau, voilà, il montre qu'il sait qu'il est capable de bien jouer, en fait. Et alors, je disais aussi qu'il y avait dans le rôle de son éditrice, Noémie Lvovsky. Moi, j'aime beaucoup cette actrice, c'est vraiment une de mes actrices préférées, et malheureusement, c'est pas quelqu'un d'extrêmement connu, je trouve, parce c'est un peu une abonnée au second rôle en France. Donc, quand on regarde un peu sa filmographie, ben, on voit qu'elle est dans beaucoup de films. Elle-même, elle est aussi réalisatrice. Voilà, dans un film, dans Camille Redouble, qui est vraiment un très chouette film aussi à voir. Et elle a une espèce de naturel et en même temps parfois un peu décalé dans le film, où on sent que voilà, elle joue le rôle un peu d'une femme qui n'est pas complètement dedans, qui ne fait pas complètement non plus partie de ce milieu parisien, ou en tout cas qui joue un peu de ça. Et voilà, moi je suis toujours très marqué par son naturel. Voilà, elle dégage quelque chose, je trouve, une manière comme ça d'habiter les rôles qui me plaît vraiment beaucoup. Voilà, donc moi c'est un film que je conseille vraiment beaucoup pour ces acteurs, pour cette histoire aussi d'imposture à plusieurs niveaux. Très bien. Et alors peut-être sur Ramsey, un dernier truc que j'ai, il était à l'affiche de 2 films presque en même temps, aussi Les Tourmentés, dont je t'en ai parlé, qui ne m'a pas du tout convaincu. C'était peut-être un scénario un peu Oui, léger. enfin, là, il est comme, pour le coup, c'est bien que tu le mentionnes parce que c'était un registre quand même plus dramatique parce que c'était chez Lucas Belvaux. En tout cas, pas de comédie. On peut pas parler de comédie pour ce film-là. Tu as beaucoup de réserves pour le film, mais je pense que lui avait l'air de s'en sortir. En tout cas, la critique avait l'air de dire, non, toi, t'es pas convaincu. Pas tant que ça. Je ne doute pas de son talent, mais je pense qu'il y avait quand même parfois un manque de justesse ou peut-être qu'il a été mal dirigé, difficile à dire. Ok. Et l'histoire, j'ai l'impression de m'être fait avoir aussi. L'histoire, c'était peut-être une imposture en elle-même. Belle mise en abîme. Et alors pour le suivant, on va changer de sous-thème et parler de Catfish. Jean-Philippe, je sais que c'est quelque chose que tu voulais discuter. Bah oui, j'ai assez rapidement pensé à cette émission de télévision. C'est plutôt une télé-réalité, je pense, qui est relativement bien connue et qui passait sur MTV. D'ailleurs, pour le clin d'œil aussi, MTV qui est coupé en Europe après 40 ans de diffusion, c'était quand même à soulever, à souligner. Je pense que le groupe aimait toujours Outre-Atlantique, mais voilà, pour l'Europe, MTV, c'est fini. Donc c'était une télé-réalité, je pense que ça continue encore, produite pour la chaîne MTV. Et en fait, bon ben voilà, Catfish, fausse identité en français, vient du terme catfishing, donc c'est créer une fausse identité en ligne pour tromper quelqu'un, et souvent ben voilà, ça s'inscrit dans un contexte amoureux avec des personnes victimes qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres de par ça. C'est souvent le pattern commun. Donc voilà, il y a une faiblesse au niveau sentimental amoureux, et c'est là que ces personnes se font piéger. Donc en fait, c'est une télé-réalité en série, donc chaque épisode finalement suit une personne qui entretient cette relation virtuelle, mais qui est convaincu que tout ça est bien réel et qu'il y a de l'attachement envers elle. Mais ce sont les deux producteurs en fait qui vont, sous différentes étapes, mener et décortiquer un petit peu la situation pour arriver à la solution finale qui est parfois très choquante. C'est là où la vérité éclate et qui a confrontation. Donc, je me souviens assez bien, pour ceux qui connaissent, de ces deux producteurs qui se filment en plus d'une équipe qui les suit. Et donc, bah voilà, il y a d'abord la mise en contexte. Ils essayent de comprendre ce qui se passe, comment tout ça a démarré, de où, comment. Ils retracent un peu le fil historique à travers les messages. Et donc, tout ça d'abord avec la personne piégée, principalement. Mais voilà, c'est assez anecdotique, mais je voulais vraiment en parler parce que ça fait tout de suite écho. Donc, l'usurpation d'identité, tromper les gens de manière assez grave, et tout ça, au final, quoi, c'est souvent des gens qui ont les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes frustrations, et qui se lancent là-dedans, mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas un but ultime. On n'est pas sur du vol d'argent ou de la tromperie financière. C'est juste, voilà,
c'est des difficultés relationnelles en ligne. Le truc en plus de l'émission, c'est qu'il y avait cette confrontation finale entre la personne lésée et l'auteur. Et ben, souvent, c'était un grand moment de rire. Et je pense que c'est une pratique vraiment beaucoup plus courante aux États-Unis. C'est vrai que je ne suis pas arrivé avec les chiffres, mais voilà, je crois que c'est quelque chose d'assez courant et répandu et que malheureusement, ben, ça fait pas mal de dégâts. Et voilà, c'était pour parler de cette émission et faire un petit clin d'œil à MTV qui a donc cessé l'émission de ses programmes en Europe. Ça, c'est une nouvelle qui m'attriste parce que c'est un petit peu, c'était la source de la pop culture en grandissant, je dirais. Il y avait pas mal Pimp My Ride et puis plein de trucs de Jackass et c'était vraiment la chaîne qui nous apportait la culture américaine. Ouais, ça fait un bail que je n'ai plus vu, mais elle manquera peut-être à l'Europe aussi. Ils ont peut-être raté le tournant Internet, YouTube et ce genre de format plus court, ça reste à voir. Mais est-ce que Catfish, ça se termine parfois sur une bonne note ou c'est à chaque fois un drame? Dis donc, on est toujours sur un drame, mais il y a des drames moins douloureux que d'autres. Dans mon souvenir, et j'étais pas un téléspectateur assidu, mais je suis tombé quelques fois où je me suis laissé emporter par l'épisode et où je l'ai quand même regardé en entier. Mais voilà, parfois on est sur de longues explications et une vérité qui blesse un peu moins, mais ça reste compliqué. Et dans les pires cas, oui, c'est des situations presque inacceptables où finalement la personne n'est pas plus soulagée d'apprendre la vérité que ça et ça limite, ça met un peu d'huile sur le feu, encore plus. Mais voilà, on n'était pas trop dans le happy ending avec Catfish. Tu connaissais l'émission, Max? Parce que moi, j'avoue que j'en avais jamais entendu parler. Non, ça ne me dit rien. Parce que c'était peut-être plutôt, c'est assez récent, non? C'est de 2012, Ça a ça? commencé en 2012. Moi, j'avais même l'impression que c'était plus ancien que ça et ça a continué assez longtemps. Alors, il y a dans les producteurs, il y a eu du changement parce que les producteurs incarnent l'émission aussi. Il y a eu du changement dans le duo mythique qui porte l'émission et je pense qu'il y a eu plusieurs versions différentes aussi de l'émission. Mais en tout cas, elle est restée longtemps à l'antenne. C'est qu'aux États-Unis, ça devait drôlement bien fonctionner et pareil en Europe. Et c'est vrai que je te rejoins amplement, Maxime, sur le fait que voilà, MTV, c'était aussi, ça avait son lot de bêtises, mais ça avait aussi son lot de productions assez originales et qui véhiculaient en effet toute la culture américaine directement chez nous. Et aussi plusieurs séries animées qui ont marqué aussi ces années-là de par leur succès, leur qualité. Donc voilà. Et alors, pour rester finalement dans ce sous-thème de l'identité, Maxime, c'est toi qui vas nous proposer quelque chose maintenant. Oui, alors pour l'identité, je souhaitais parler de Corpus Christi. C'est un film polonais. On en parle sous le nom de Boże Ciało. Et en fait aussi Le corps du Christ. Ça a été réalisé par Jan Komasa. C'est sorti en 2019 et j'ai eu l'occasion de le voir à sa sortie. Alors pour expliquer un petit peu le contexte, ici on va suivre l'histoire de Daniel, qui est un jeune homme qui vient de sortir d'un centre de détention pour mineurs et il monte dans un bus, on le drop un petit peu au milieu de nulle part. Donc il faut s'imaginer la campagne, des champs à perte de vue. Il s'arrête sur une petite route. Je pense qu'il s'arrête un peu par hasard dans un village, si je ne me trompe pas. Et il est marqué par un passé où il a été assez influencé par la religion. Il rêvait de devenir prêtre. Et malheureusement, suite à son casier judiciaire, cela rend les choses impossibles. Donc lorsqu'il va arriver dans ce petit village polonais, sur un malentendu, on lui donne l'occasion, inespérée, inattendue, de se faire passer pour un curé. Si je me souviens bien, il va trouver un costume de prêtre à l'arrière d'une église ou dans un petit local. Il l'enfile, il va s'admirer et puis tout d'un coup, il est interrompu par des paroissiens qui l'appellent directement mon père. Évidemment, c'est la force de l'uniforme, du vêtement. Et au lieu de les corriger, il décide de plonger dans ce mensonge et suivre et vivre en fait ce mensonge entièrement. Donc le film va explorer cette période où il va devoir inventer un peu sur le tas. Donc c'est un peu l'idée aux États-Unis ou en anglais, comme on dirait, de faire semblant jusqu'à ce que ça arrive. Donc fake it till you make it. Essayer petit à petit d'apprendre sur le tas, de s'inspirer de ce qu'il a vu par le passé dans sa jeunesse et aussi d'innover. Donc on va voir qu'il apporte une nouvelle ferveur, peut-être un peu à l'opposé du côté poussiéreux que peut avoir la fonction. Et tout cela, ça va raviver le village. Donc il va y avoir un engouement tel que ça va devenir presque incontrôlable étant donné que devient la star locale. Tout ça, ça a été extrêmement bien joué par l'acteur principal, Bartosz Bielenia, que je me souviens avoir vu dans d'autres films. Je ne pourrais pas le citer, mais je le conseille comme acteur en général. Il joue vraiment avec ses tripes, donc on peut voir qu'il habite le rôle, transmet une énergie. Il a aussi
fort capital sympathie. Et le film en lui-même est extrêmement plaisant. Je peux vraiment le recommander. Moi, je voudrais mentionner que, parce que je ne connaissais pas du tout, mais apparemment, il est sorti en France, en Belgique, sous le titre La Communion. Et alors, moi, ça ne me disait rien du tout, mais en fait, au départ, je pense qu'il devait sortir au moment du Covid, en fait, en 2020. Et finalement, la sortie a été repoussée à octobre 2020, mais c'est un peu le moment, je pense, où on faisait sortir beaucoup de films en même temps. Et voilà, je pense qu'ils avaient surtout un petit, enfin, c'est peut-être pas un petit film, mais en tout cas, pour le marché francophone, un film polonais, je pense que c'est difficile de se trouver de trouver une place. Parce que je vois qu'il était quand même nommé à l'Oscar du meilleur film étranger pour la Pologne. Donc voilà, et visiblement, je pense que je peux parler au nom de Jean-Philippe aussi, que bon, c'est pas un réalisateur qu'on connaît, mais c'est peut-être quelqu'un d'important en Pologne. Enfin, je sais pas, tu peux peut-être nous en dire plus là? Je ne connais pas du tout le réalisateur, pour être honnête. Mais enfin, en cherchant un peu, apparemment, donc le film, effectivement, est quand même sorti chez nous, mais de manière un peu confidentielle, à mon avis. Mais donc sous le titre La Communion. Moi, je dis merci pour la découverte parce que je suis intéressé, j'ai vraiment envie de le voir. Je vais me pencher là-dessus. Super, merci. Tu nous en diras des nouvelles. Je vois que sur Rotten Tomato, il est bien noté et IMDb, Film Web aussi. Donc, c'est peut-être une perle pour m'en dire des nouvelles. Et alors, Thibaut, si on reste sur le thème de l'identité, je sais que tu voulais parler du Fait du Prince. Et ici, ce sera un livre. Oui, un livre d'Amélie Nothomb qui est sorti en 2008. J'aime beaucoup Amélie Nothomb, donc j'ai eu l'occasion de le relire justement ici pour préparer le podcast. Et alors, il y a un côté très plaisant, je trouve, déjà dans la quatrième de couverture, parce que souvent, chez Amélie Nothomb, la quatrième de couverture, c'est une seule phrase qui donne le ton, on va dire. Et ici, la phrase, c'est « Il y a un instant, entre la 15e et la 16e gorgée de champagne, où tout homme est un aristocrate. » Alors, ça peut donner l'impression qu'on va avoir un roman assez futile. Pour être sûr, on peut avoir une lecture effectivement plaisante, futile, etc., ou qui ne va pas très loin. Mais je pense qu'il y a plusieurs degrés de lecture, et donc, voilà, que ça fait partie en tout cas de ces très bons crus. Peut-être aussi dire que, avant de raconter un peu l'histoire, c'est que on peut retrouver, on va dire, deux types de romans chez Amélie Nothomb, parce qu'il y a quand même beaucoup qui sont autobiographiques ou qui possèdent des éléments autobiographiques. C'est vrai qu'on pense Peur et Tremblement, Métaphysique des tubes, Ni d'Ève ni d'Adam, tout ça sont des parties qui ont été primées. Plus récemment aussi, elle a parlé de son père dans Premier sang, pour lequel elle a obtenu le prix Renaudot. Et le dernier qui est sorti en 2025, ici, fin août, début septembre, c'est Tant mieux. Et là, pour la première fois, c'est Sur sa mère. Mais donc, à côté de ça, il y a des romans qui sont pas du tout autobiographiques. Elles sont tout premiers, tout simplement. Déjà, Ils viennent de l'assassin, où elle faisait rencontrer un écrivain immonde et 4 journalistes, on va dire. Mais là, c'était clairement pas autobiographique. Plus récemment, en fait, il y avait Soif, qui parlait du Christ, finalement. C'était en 2019, qui a failli avoir le Goncourt, d'ailleurs, cette année-là. Et donc ici, Le Fait du Prince, on est vraiment dans un roman qui n'est pas autobiographique. Donc ça, c'était en 2008. Alors, peut-être aussi dire que Amélie Nothomb, au-delà d'histoire ici, qui est une histoire d'imposture, elle-même souffre un petit peu, enfin en tout cas semble souffrir aussi d'un petit peu d'un syndrome de l'imposteur. Donc je fais banco ici avec ce livre-ci, puisque je compte 2 fois le thème imposteur. Et alors, justement, elle disait, quand on lui posait un peu la question dans le soir, tous les écrivains ne sont-ils pas des imposteurs? Elle disait, on ne peut pas se débarrasser d'un sentiment d'imposture parce que quel pouvoir énorme de vivre autant d'autres vies que la sienne et en étant convaincant, vu le nombre de lecteurs qui entrent dans votre jeu. Voilà, elle déclare aussi un peu plus loin qu'on ne peut pas se débarrasser d'un sentiment d'imposture. Alors, l'histoire ici, de quoi on parle? En fait, l'incipit, déjà, donc vraiment le tout début du roman est très parlant, comme souvent, chez Amélie Nothomb. Il n'y a pas de fioriture, on y va directement. Je le lis aussi parce que c'est vraiment très très parlant, je ne pourrais pas mieux résumer. Si un invité meurt chez vous, ne prévenez surtout pas la police, appelez un taxi et dites-le de vous conduire à l'hôpital avec cet ami qui a un malaise. Le décès sera constaté en arrivant aux urgences et vous pourrez assurer, témoin à l'appui, que l'individu a trépassé en chemin, moyennant quoi on vous fichera la paix. Donc ça, en fait, c'est lors d'un dîner, c'est un individu qui parle au narrateur et qui raconte, qui tient en fait ce discours-là. Bon, le narrateur, vaguement, pas choqué, mais interpellé en tout cas. Et en fait, quelques jours plus tard, quelqu'un appelle chez lui et dit, oui, une voiture est en panne, est-ce que je n'ai pas de téléphone sur moi, est-ce que je peux monter pour appeler Et donc oui, donc il fait monter cet homme dans son appartement. Et là, au moment où il va téléphoner, il meurt sur le coup. Et donc c'est à ce moment-là que tranche parole résonne en lui et il se dit qu'est-ce que je fais, est-ce que j'appelle, etc. Eh bien non, il ne va pas appeler la police, évidemment. Il va prendre la vie de cet individu, trouvant son identité, en prenant sa voiture, qui curieusement n'était pas en panne. Donc il se demande aussi, est-ce que c'est un complot? Parce que la voiture, il arrive à la faire fonctionner et il se retrouve comme ça, dans une maison à Versailles, avec d'immenses baies vitrées, relativement luxueuses, en cas très très grandes. Et au début, il n'y a personne. Voilà, donc il prend ses aises et il devient ce Olaf Sildur, qu'il ne connaît pas, qu'il n'avait finalement jamais rencontré,
jusqu'au moment où arrive la femme de cet individu qui est mort. Et de manière très étrange, en fait, elle n'est pas surprise. Elle l'accueille comme si c'était naturel. Et il commence à boire du champagne parce que madame est absolument fan de champagne et donc va chercher directement, puis si c'est un Dom Pérignon ou un Veuve Clicquot, et parce qu'elle a une cave de champagne monumentale avec des grands crus, et, enfin, même des champagnes millésimés, enfin, c'est assez incroyable. Et voilà, et donc on va avoir comme ça cette espèce de, je veux dire de joute oratoire, mais cas de dialogue assez bien écrit, comme souvent chez Amélie Nothomb, hein, c'est quelque chose qu'elle fait très très bien. Et voilà, donc comment tout ça va évoluer, évidemment, il faut lire le roman qui n'est pas très long de toute façon, hein, comme souvent. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un côté très plaisant, on va voir, tiens, voilà, on prend beaucoup de plaisir à lire ces dialogues, mais comme je disais, je trouve qu'on peut, enfin pour moi, il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que ce qui est intéressant, je pense, dans ce roman aussi, c'est pourquoi cet individu, en fait, choisit de prendre la vie de quelqu'un d'autre. Tout simplement parce que la sienne ne lui convenait pas, il se sentait à l'étroit, il vivait seul, enfin sa vie ne lui convenait pas en fait. Et donc il se saisit finalement d'une opportunité pour la quitter et vivre autre chose, quoi. Donc c'est presque une tentative d'existence finalement. Voilà, c'est l'occasion pour lui d'exister en devenant un autre. Moi je trouve que derrière ça, en fait, la question que pose Amélie Nothomb, c'est voilà, quand être soi-même n'est pas suffisant, est-ce qu'il faut s'inventer un rôle pour pouvoir se réaliser et vivre pleinement? Et d'ailleurs, une question, Thibault, là-dessus, j'ai regardé la première de couverture, on voit Amélie Nothomb, enfin, une des premières de couverture, on la voit à genoux en train de prier avec une couronne en face d'elle. Est-ce qu'on peut le relier à l'histoire? Ça Non, sort pas d'où ça? vraiment. Non, pas du Non, tout. pas vraiment. Il y a toujours une photographie, c'est toujours une photo d'elle en fait, hein, qui est reprise dans ses livres. Et voilà, parfois la photo sobre, parfois elle l'est beaucoup moins. C'est le cas ici. Non, il n'y a pas du tout de lien avec l'histoire. Ça fait juste partie du personnage, c'est ça. Exactement. Oui, ça me rappelle peut-être un tout petit peu la moustache de Carrère, où on a aussi un problème d'identité, en fait, avec cet homme qui se rase la moustache, sa femme et ses amis qui ne commentent pas du tout l'événement, alors qu'il avait une moustache depuis presque toujours, et tout le monde fait semblant de rien. Ça me rappelle un petit peu cette relation entre cet homme qui rentre dans un nouveau foyer et qui est accepté directement, sans commentaire. Est-ce qu'il y a donc des discussions où on se rend compte qu'il y a peut-être soit des blancs, soit un manque de cohérence dans les discussions, étant donné qu'ils ne se connaissent pas, mais qu'ils commencent à vivre ensemble? Pas vraiment. Je pense que enfin, je vois les liens effectivement avec la moustache que tu viens d'expliquer, mais disons que je pense que par rapport à Emmanuel Carrère, ici c'est traité quand même sur un ton volontiers léger, badin. Et c'est pour ça, et c'est ce qu'on pourrait reprocher au roman, c'est d'être trop léger. Mais je pense que le propos, c'est pas d'avoir une histoire très réaliste. C'est l'occasion de créer une sorte une histoire autour de l'usurpation d'identité. Et peu importe la vraisemblance, je pense que c'est pas le propos. D'accord, ok. Alors on en a fini pour l'identité, maintenant on peut passer vers l'imposture avec pour but l'enrichissement personnel. Et là, Jean-Philippe, je sais que tu as sélectionné The Tinder Swindler. Alors tout à fait, lorsqu'on s'est mis d'accord sur le thème, c'est aussi un titre qui est venu très spontanément au top de ma tête. C'était ce documentaire qu'on peut retrouver sur Netflix. Mais donc c'est un documentaire qui date de 2022, qui est réalisé par Felicity Morris, qui est connu pour un autre documentaire Netflix, Don't Fuck with Cats. Voilà. Et ici, alors dans le Tinder Swindler, donc l'arnaqueur de Tinder en français, on est en train de dresser le portrait de Simon Lifeif, si je prononce bien, donc qui se prétend être le fils d'un milliardaire israélien dans l'industrie du diamant. Et alors, en fait, c'est très très surprenant parce qu'on est complètement dans l'arnaque en ligne du réseau social Tinder. Et au début, on se dit que tout ça n'est pas possible. Donc, ça commence assez lentement et puis ça va crescendo et les victimes témoignent. Mais donc, en fait, ce Simon se cache derrière un profil Tinder qui est tip-top léché. On le voit en sa photo de profil, c'est lui dans un jet privé, le sourire en coin, mais assez confiant. Et il se dévoue toujours d'un amour parfait, hors du commun pour ces personnes. Et donc, tout le documentaire va montrer et suivre les différentes arnaques sentimentales qu'il a réussi à créer et toute la richesse aussi qui est en tout ça. Alors, au début, on se dit, mais c'est pas possible, il est réellement le fils d'un milliardaire, voire avoir tant de biens et vivre ce train de vie si ample et si riche. Mais en fait, sa technique à ce gars, c'est d'utiliser l'argent, utiliser des
précédentes escroqueries pour la suivante. Donc finalement, c'est une réaction en chaîne et tout s'accumule assez facilement pour lui. Et donc, comme il est assez attractif, il impressionne et il séduit assez facilement ses victimes, mais on n'est pas non plus dans la simple arnaque par téléphone ou écran interposé. Il envoie quand même des fleurs, des billets d'avion pour se rejoindre. Il envoie des vidéos de lui pour montrer qu'il est bien réel dans son style de vie fast et toujours dans le luxe. Donc en fait, on tombe assez facilement dans le panneau, on baisse assez rapidement sa garde. Et donc, comme je l'expliquais, on est toujours sur du mensonge en cascade et il a créé comme ça une escroquerie financière à grande échelle. Alors ici, ce qui est pas mal entre guillemets, c'est que quand même, il a fini par se faire arrêter tellement que ça avait pris de l'ampleur et que finalement, c'était très addictif pour lui. Hein. Au plus il faisait d'arnaques, au plus il se portait bien, je pense. C'était vraiment, on peut même dire que c'est limite une pathologie à ce stade-là de la réplique. Voilà en gros pour ce documentaire qui est un petit peu au même titre que King's Speech. C'est un truc à revoir parce que c'est une histoire assez invraisemblable, mais pourtant qui est réelle. Et d'ailleurs, si on fait une rapide recherche, si on ne connaît pas l'histoire derrière de Tinder Swindler, on voit que voilà, ce garçon est encore assez actif, qu'il a eu des propositions aussi d'Hollywood, etc. et qu'il cherche toujours à se recycler et à continuer quand même à sévir, mais bon, j'espère qu'il est quand même un petit peu arrêté ou qu'il y aura d'autres condamnations. Il a fait de la prison aussi. Je pense qu'à un certain moment du documentaire, c'est expliqué. Voilà, mais en tout cas, on est dans l'imposture, le vol d'identité de manière parfaite, une illusion complète de la vérité. Et alors, bah oui, ça a terminé sur une note un peu philosophique. C'est la parabole moderne sur l'imposture, celle des faux profils via ces réseaux. Tout le monde entretient finalement des relations et lui émettait cette image idéalisée puisse rendre lorsqu'on cherche une relation amoureuse, sauf que c'est finalement une grande toile d'araignée dans laquelle il piège tout le monde. Et ça lui permet aussi, de lui, à titre personnel, d'avoir un rythme de vie bien trop confortable, sans rien faire, en portant des vêtements de haute couture, voyageant dans des jets, etc., allant à des grandes soirées mondaines. Enfin voilà, c'est assez bluffant parce que vu le thème qu'on aborde aujourd'hui, on pourrait se dire, oui, c'est du vu et du revu, du cuit et du réchauffé. Mais là, franchement, il est assez bluffant ce documentaire. Je le recommande vraiment à voir ou à revoir. Moi, j'ai une question. Comment c'est tourné en fait? Je veux dire, c'est avec les protagonistes vraiment de l'affaire ou alors c'est retourné comme une sorte de fiction? Non, alors on est complètement dans le documentaire, dans le format documentaire, où en fait les victimes témoignent face caméra, et alors tout ça est pimenté, alimenté de toutes les captures d'écran. On est aussi dans un documentaire, voilà, la production Netflix très léchée, avec des reconstitutions d'SMS, de ci, de là, mais disons qu'il y a tellement de preuves à l'appui que tout ça est remis entre plusieurs témoignages, et il y a aussi quelques images d'archives, dans le sens où je pense qu'on voit son arrestation, les différentes images médiatiques autour de lui, parce que ça a quand même été un personnage qui a attiré pas mal l'attention médiatique, donc il y avait de la matière pour mettre en avant tout son scandale et son escroquerie. Ça se laisse regarder en général. Oui, pour le moment, ça fonctionne bien. C'est en effet, c'est un peu la patte Netflix et le storytelling qui va avec. Et ici, précision, on est dans un documentaire unitaire. Oui, voilà, il y a des reconstitutions, des images d'archives et le témoignage des victimes qui ont bien voulu témoigner qu'à un certain moment, en fait, il y a différentes victimes qui se sont rendues compte d'être prises dans le même piège. Donc, il y a aussi cette volonté d'alliance pour que ça soit une bonne fois pour toutes, et que ça cesse et qu'il n'y ait pas plus de victimes. Parce qu'on parle vraiment d'une escroquerie à grande échelle. On ne parle pas de quelques victimes, c'était vraiment plusieurs dizaines de victimes. Voilà, comme je le disais, on est vraiment dans une pathologie où le gars ne s'est vraiment plus s'arrêter. C'est sa raison de vivre, ça le nourrit intérieurement de procéder comme ça et de continuer à faire victime après victime. D'accord. Je n'avais pas eu l'occasion de le regarder parce que la même année, en 2022, je me suis plutôt lancé sur la série Inventing Anna, qui est une série créée par Shonda Rhimes, donc sortie en 2022. Et Shonda Rhimes, on la connaît pour avoir été impliquée dans Grey's Anatomy et Bridgerton aussi. Donc je ne connaissais pas de nom, mais apparemment c'est quelqu'un qui est bien installé dans le milieu. Oui, je confirme, Oui. c'est vraiment, en termes de showrunner aux États-Unis, c'est un des plus grands noms en fait. Hein. Enfin, donc,
spontanément, si on doit en citer, je sais pas, 5, celui-là d'office va ressortir, quoi. D'accord. Et donc, peut-être que cette œuvre-ci va te tenter, Thibaut, alors, parce qu'on va parler de Anna Delvey. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu en as entendu parler? Non, pas du tout. Non, je connais pas. Ça m'étonne parce que c'est une riche héritière allemande, russo-allemande. C'est en fait ce qu'elle prétend. Donc, on va rapidement comprendre que c'est une personnalité qui a été fabriquée de toutes pièces par Anna Sorokin, qui est germano-russe et qui prétendait et qui, jusqu'à, peut-être qu'elle le prétend encore maintenant, parce que le mensonge est assez spécial comme genre de piège, qui prétendait donc être une riche héritière allemande et qui est parvenue à tromper pas mal de monde. Donc, c'est une mini-série, on va suivre Anna, qui est jouée par l'excellente Julia Garner, qu'on connaît notamment, moi personnellement j'ai découverte avec la série Ozark, et on va la suivre ici lors de son ascension sociale dans le beau monde new-yorkais. Julia Garner, ici, ce n'est pas n'importe qui, elle a été primée 3 fois aux Emmy Awards pour ce second rôle dans Ozark, et la série dans laquelle elle joue, Anna Delvey, donc elle va se retrouver jusqu'au cou dans les mensonges, les escroqueries, à faire des dépenses extravagantes. Elle va parvenir en fait à vivre de dons, de gratuité, et à se créer une petite place dans un milieu de la mode, mais aussi qui mélange les hautes sphères new-yorkaises en prétendant et en s'inventant des centaines d'histoires. Bon, c'est une vie à crédit, si on peut dire. Tout va bien se passer, elle est invitée dans les soirées les plus folles, elle vit dans les plus beaux hôtels, jusqu'à un jour fatidique où tout se met petit à petit à vaciller. La série ici va nous proposer un thème plutôt inédit, donc jusqu'à ce qu'on parle du Tinder Swindler aussi. C'est un thème où on va voir que quelqu'un a un succès inédit, beaucoup trop rapide, trop voyant, qui rappelle certaines fraudes, comme les fraudes, les locations de voitures de sport faites par certains coachs en ligne, ou de châteaux pour tenter de vendre des cours, des formations, des PDF pour devenir riche, ou des solutions d'investissement. Ça rappelle ce genre d'arnaque, sauf qu'ici, c'est replacé dans le milieu new-yorkais avec du beau monde, donc des gens qui sont peut-être trop crédules et qui sont tombés dans le panneau, qui ont perdu des millions ou des centaines de milliers de dollars. Ça reste sur le thème de l'enrichissement personnel avec une histoire basée sur des faits vrais, donc c'est presque, on est à la limite du documentaire joué, de documentaire fiction, si on peut dire, mais c'est une œuvre qui vaut le coup et qui a été très bien ficelée par Shonda Rhimes. Donc je remarque que c'est encore une histoire, c'est encore inspiré d'une histoire vraie ici finalement ces impostures. C'est ce qui marche le mieux, Ouais. la réalité qui dépasse la fiction. Ça fonctionne très bien, c'est aussi à recommander. Si Tinder Swindler t'a plu, Jean-Philippe, je peux te conseiller aussi Inventing Anna, c'est une belle découverte. J'en avais déjà entendu parler, je suis toujours un petit peu passé à côté du titre, mais voilà, là, il est plus que temps que je fasse une séance de rattrapage. Et les deux sont des productions Netflix, donc. Encore moins d'excuses. Alors pour rester dans le mensonge, on a maintenant l'art du mensonge, justement, Thibaut. Oui, The ici Good c'est un Liar. film, oui, The Good Liar en VO. C'est un film qui est sorti en 2019, qui est réalisé par Bill Condon, que moi je connaissais pas, mais quand on regarde sa filmographie, c'est pas du tout le même genre que le film dont il est question aujourd'hui, puisque il a notamment réalisé les chapitres 4 et 5 de Twilight et aussi La Belle et la Bête. Voilà, donc c'est des choses, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose que le film dont il est question aujourd'hui. Et sinon, il y avait aussi Mr. Holmes en 2015 qui avait été fort remarqué. Moi, j'ai pas vu, mais je pense que c'était un bon film. Alors ici, en fait, on a c'est l'histoire en fait d'un vieil escroc britannique qui est interprété par Ian McKellen. Et donc, en fait, vraiment son truc, c'est l'arnaque. Et il y a plusieurs moyens d'arnaquer les gens. Mais ici, le centre du film, c'est vraiment, il se crée un faux profil sur Internet. Donc, ça fait vraiment écho à tout ce dont il est question aujourd'hui. On voit que tout se recoupe finalement. Donc, il se crée un faux profil sur Internet. Et alors, voilà, il cherche en fait une femme qui va pouvoir berner, attirer sa sympathie, la séduire, et voilà, et puis essayer de la voler. Et à côté de ça, il a d'autres arnaques aussi, puisqu'il monte des espèces de projets d'investissement où il essaye d'attirer des gens et les convaincre d'investir plusieurs dizaines de milliers d'euros ou de livres sterling ou de dollars, enfin bon, peu importe la monnaie, mais voilà, ils investissent comme ça un paquet d'argent et puis évidemment, ben, hop, lui, il vide les comptes assez rapidement et ils sont bernés. Ouais, et il arrive à monter comme ça des arnaques de manière très convaincante. Donc ça, je veux dire, c'est une histoire un tout petit peu parallèle puisque le centre ici, c'est vraiment comment est-ce qu'il va réussir à arnaquer une retraitée qui est interprétée par Helen Mirren. Donc aussi, on a vraiment presque le choc de deux très grands acteurs, Ian McKellen et Helen Mirren. Mais voilà, donc il se fait passer pour un vieux vraiment en mauvaise santé en plus, hein, donc pas justement voilà, pour attirer la sympathie de
de cette retraitée. Voilà, et donc elle semble réagir entre guillemets positivement, puisque oui, elle a parfois un peu pitié de lui, etc. Il est très gentil, il a beaucoup d'attention pour elle, puisqu'elle vit seule. Il y a seulement son petit-fils qui passe de temps en temps à la maison, et qui lui par contre est très soupçonneux vis-à-vis de cet homme qui, comme ça, qui s'appelle Roy, hein, qui débarque dans la vie de sa grand-mère, et lui, il ne se fait pas berner, il voit tout de suite qu'il y a quelque chose de pas très net. Mais c'est pas la seule chose qui cloche finalement, parce que très rapidement, Roy, l'arnaqueur, il voit que en fait cette retraitée, elle a vraiment beaucoup d'argent en fait. Il s'en rendait pas compte au début, et donc là, il flaire vraiment l'affaire du siècle, quoi. Alors ce qui est bien dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de rebondissements, donc il faut vraiment pas trop raconter ici. Je m'arrête ici vraiment à dessein parce que voilà, il y a beaucoup de rebondissements dans la suite. Ce qui est vraiment savoureux, c'est que c'est britannique, hein, donc il y a un côté très feutré, très élégant dans la manière dont les deux comme ça personnages se parlent, se voient. Mais au plus le film avance, au plus ce côté feutré disparaît pour finir dans quelque chose finalement d'assez noir et presque, enfin, non pas presque, non, totalement inattendu finalement. Donc ça, c'est vraiment un des grands mérites du film, c'est qu'il nous emmène là où on ne pensait pas aller. Et voilà, et donc c'est ça qui fait que le film a beaucoup, je pense, mérite vraiment d'être vu, c'est qu'il nous emmène là où on ne pensait pas aller et on a le plaisir de voir deux très très grands acteurs comme ça se donner la réplique. Voilà, donc c'est un côté savoureux et en même temps très noir aussi. Quelle serait ta note sur 5? Je sais que en général, sur Instagram, quand tu postes, c'est entre 1 et 5. C'est très rarement 5. Ah, c'est entre 1 et 4. C'est entre 0 et 4, plus exactement. 0 et 4. Et ici, c'est 3, du coup. Donc, ça fait partie des très bons films. Pas mal du tout. Alors, pour continuer sur le thème de l'enrichissement, on a The Social Network de David Fincher. Tout à fait. Eh bien là, je fais un petit bond en arrière de 15 ans avec Social Network sorti en 2010 de David Fincher qu'on ne présente plus, hein, qu'on connaît pour Gone Girl, Zodiac, Seven, mais plus récemment The Killer avec Michael Fassbender. Puis on est toujours dans l'imposture à l'ère du numérique, tant qu'on parle de ça. Je voulais parler de la réussite fulgurante de Mark Zuckerberg, ce que le film dépicte, hein, mais donc c'est une imposture un peu plus subtile, celle qui se cache derrière une réussite plus ou moins volée, on va dire. Enfin, ça, je laisse à l'appréciation de chacun. Mais donc, le film retrace le parcours de Mark Zuckerberg à l'époque étudiant à Harvard, très calé en informatique, mais aussi en quête de reconnaissance. Et donc, il essaye de créer une espèce d'espace, d'univers pour connecter les étudiants entre eux, ce qui est donc part d'une idée un petit peu maladroite, mais va découler sur un moment le réseau social qui tenait le haut du pavé, donc Facebook. Sauf que voilà, le film va un peu plus loin. Donc Mark Zuckerberg, dont le rôle est interprété par Jesse Eisenberg, qui tient à la perfection, qui joue ça admirablement bien, mais voilà, je pense que, en tout cas personnellement, je trouve que il interprète de manière très, très aisée et très facile les rôles qu'on lui donne. Donc ce qui frappe aussi dans le film, c'est la transformation du personnage de Mark Zuckerberg. Donc on passe vraiment du geek introverti au milliardaire visionnaire, au personnage qu'on connaît encore aujourd'hui qui doit aussi se réinventer vu que son réseau social bat un peu de l'aile, mais finalement, comme je viens de le dire, il est milliardaire, donc il a pu investir dans ses concurrents et créer l'empire méta qu'on connaît maintenant. Mais je vais peut-être revenir au film qui nous occupe. Donc en fait, il trahit des amis, des amis avec qui il est étudiant, qui sont à l'origine du projet avec lui. Et donc, dans cette ascension et dans le fait qu'il devient à ses yeux, enfin à leurs yeux, un imposteur malgré lui, on voit aussi toute la partie du procès, de l'ambiguïté, de la manière avec laquelle il a construit ce succès et la plateforme. Et donc, il y a beaucoup de tension dans le film par rapport à la froideur des échanges, même des décors, de comment on le voit dans sa petite chambre à Harvard, à l'université, des dialogues très rapides et très tendus. Je note aussi au passage la musique de Trent Reznor, hein, de Nine Inch Nails dans le film. Voilà, donc je l'ai vu au moment où il était sorti, ça fait donc 15 ans, mais je me souviens qu'il mettait bien en scène tout ce thème, que c'était un assez bon David Fincher, même si voilà, les titres que j'évoquais en parlant
de lui sont quand même bien au-delà de ce film-là, mais je pense qu'il avait aussi reçu une assez bonne critique, il avait été assez bien accueilli. Et donc aussi, bon, je voulais parler de ça parce que Facebook existe toujours, Mark Zuckerberg étend de plus en plus son empire et est toujours actif. Et donc je laisse un petit peu à vos auditeurs, à nos auditeurs, le soin et l'appréciation de se positionner par rapport à ça et d'en tirer les leçons qu'ils veulent, mais de voir que 15 ans plus tard, voilà, on est toujours dans cet ancrage, dans cette dynamique. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question et comment on se positionne aussi par rapport à tout ça? Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu disais, c'est que donc, le film retrace la transformation de ce étudiant très introverti en milliardaire. Et maintenant, en fait, finalement, il y a une autre transformation aussi, puisque on le voyait plutôt comme tous ces entrepreneurs de la Silicon Valley qui ont réussi, donc démocrates, très ouverts sur le monde, etc. Et puis maintenant, le Zuckerberg, c'est plus du tout on a l'impression qu'il a un peu changé, puisque maintenant, il est devenu viriliste, je ne sais pas si le mot est correct, mais en tout cas enfin, voilà, il a complètement changé et maintenant il veut montrer absolument qu'il est un homme et donc il se met en scène avec ses combats de MMA ou à peu près. Donc là, c'est finalement encore une autre transformation qui pourrait faire l'objet d'un autre film. Oui, tout à fait. Je voulais pas m'étendre à ce point là-dessus, mais c'est vrai que quand on cite le nom de Mark Zuckerberg, ça m'évoque la même chose que ce que tu viens de dire, Thibaut. Ça me fait penser un peu à ces gens qui, voilà, quand ils prennent un peu du galon, il y a un petit relooking qui permet de donner une autre image. Et Dieu sait que c'est important voilà, de bien présenter, d'avoir une bonne image physique et professionnelle lorsqu'on veut réussir en affaires. Mais c'est vrai que bon, il devait organiser un combat de boxe là avec Elon Musk qui n'a jamais eu lieu, je pense. Il ne ressemble plus du tout au geek aux cheveux crôlés caché dans sa chambre, tel un petit rat musqué dans sa tanière. On est un peu loin de cette première image et on est plutôt sur un patron détendu en t-shirt blanc, le look très sobre, voire même un peu terne. Il se déplace d'une réunion à l'autre en hélicoptère, sans doute. Ça, je n'en suis pas certain, mais oui, en effet, il y a une transformation qui est un petit peu en travail continu hein, chez lui. Et si je ne me trompe pas, cette transformation a commencé avec la course à pied, Thibaut. Donc, Ah merde, j'ai en ouais. faire du souci, quoi. Parce que je me souviens à l'époque, il y avait eu des infos qu'il tentait de casser la barrière des 20 minutes sur 5 km. Il était très fort footing avant de faire du MMA. C'était pour l'info inutile. Mais je sais que par exemple, pour le Social Network, ils ont planifié un deuxième opus, The Social Reckoning. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, du tout. Ce sera avec à la réalisation normalement Aaron Sorkin, que je ne connais pas. Mais au niveau des acteurs, on reconnaît certains visages. Jeremy Strong, qui jouerait Mark Zuckerberg version 2.0. Mikey Madison et un autre acteur que j'apprécie vraiment, Jeremy Allen White, qu'on connaît via la série The Bear, qui a commencé à éclore aussi. C'était une annonce assez récente. Il faudra voir s'ils seront vraiment toujours à l'écran. Et il se pourrait que ça sorte dans un an, plus ou moins. Ah oui. Mais pour rebondir sur ça, Maxime, Aaron Sorkin, en fait, il est scénariste déjà de Social Network et il est scénariste pour beaucoup de grands films, de grands titres. Rapidement, les 7 de Chicago, Des Hommes d'honneur, Le Grand Jeu. Donc, c'est pas un vulgaire lambda, c'est quand même quelqu'un qui a une sacrée plume et de la bouteille. Oui, je me disais bien que je connaissais le nom de quelque part. C'est bien que tu parles des 7 de Chicago parce que Jeremy Strong était à l'affiche aussi. Donc, ils se connaissent déjà, donc on peut espérer une belle production. À suivre. Et puis alors, le prochain, ce serait Catch Me If You Can. Ça, c'est un film de Steven Spielberg et c'est sorti en 2002, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Oui, c'est sorti en 2002. Et donc, Catch Me If You Can, on va tenter de suivre le jeune Frank. Je dis tenter parce que c'est un film qui va à 100 à l'heure, donc c'est un rythme effréné. On tente de le suivre dans une course-poursuite sans fin à travers l'Amérique des années 60. Et le jeune Frank, il a toujours plusieurs coups d'avance sur la personne qui est derrière lui, qui essaie de le rattraper. Donc, vous allez rapidement comprendre. Ce film est inspiré d'une histoire vraie et on va compter l'histoire qui est assez extraordinaire de Frank, qui est joué par DiCaprio. DiCaprio qu'on voit avec la tête très très jeune, un peu à la Titanic. Frank lui-même, il a pu observer les magouilles de son père en grandissant et ces magouilles ont fini par
rattraper ce même père et punir presque l'entièreté de la famille en la déclassant. Donc, ils sont descendus de quelques marches sur la hiérarchie sociale, si on peut dire. Frank, il a du mal à accepter cela et il va s'enfuir. Et pour survivre, il va répéter ce qu'il a vu. Il va répéter les arnaques de son père. Il s'en est inspiré et il commence à faire ces petites arnaques lui-même, aussi des arnaques d'influence. Mais en parallèle, Frank va également s'inventer une nouvelle vie et il va le faire plusieurs fois. Donc, non content à un moment de devenir pilote de ligne ou de se prétendre pilote de ligne, il va tour à tour aussi se prétendre médecin, avocat et d'autres rôles similaires, à chaque fois avec objectif de s'enrichir ou pour se sortir de mauvaises situations ou essayer de passer cognito et de pouvoir changer d'endroit sans trop se faire repérer. Donc je parle de course-poursuite parce que assez rapidement, ces histoires d'arnaque vont faire du bruit et le FBI va être sur l'affaire avec un certain agent, Carl, qui est joué par Tom Hanks. Les deux hommes vont en fait avoir une sorte de lutte à distance. Aucun ne souhaite abandonner cette course-poursuite ou ne souhaite abandonner le combat. Et on ressent une sorte de respect à distance. Donc c'est un petit peu quand on voit des films ou des films policiers avec le tueur du Zodiac ou d'autres, avec une certaine fascination pour l'autre. Donc, un certain respect, une certaine fascination. On retrouve aussi dans cette série. J'ai trouvé que le tout était filmé de manière assez lisse et policée. Donc, les transitions sont assez simples, logiques. C'est une narration qui se suffit elle-même et du bon Spielberg, quelque chose d'assez entraînant de manière générale. Et donc, c'est Attrape-moi si tu peux, Catch Me If You Can. Oui, et je remarque que c'est encore tiré d'une histoire vraie, hein, ce film-ci, j'ai C'est l'impression, ça, non? oui, Oui. c'est bien ça. Donc, ça rejoint exactement la même remarque qu'on faisait il y a peu de temps, hein, finalement. Décidément, les imposteurs, c'est souvent inspirés de la vraie vie, dans la fiction, dans le cinéma, dans la littérature. Même plus besoin de romancer, finalement. Non, c'est vrai, c'est ça. C'est plus savoureux. Mais alors, pour terminer, l'œuvre qui me parlait le plus quand on a abordé le terme des imposteurs, pour moi, c'est Parasite. Bien que ce ne soit pas dans le titre, c'est une évidence pour moi de parler de Parasite quand on parle d'imposteurs. Thibaut, je sais que tu l'as vu, mais tu l'as pas spécialement préparé. J'imagine que c'est un film qui t'a également plu. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et ce qui est, je trouve très réjouissant, c'est que c'est un film donc, qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes. Donc on peut se dire, oh là là, un film coréen qui obtient la Palme d'Or, ça va encore être quelque chose on va bien s'ennuyer pendant le film et de pas intéressant. Et en fait, pas du tout. C'est un film qui a eu énormément de succès, aux critiques certes, mais même public, parce que je pense que j'ai vu qu'en France, il a dépassé 1 800 000 entrées. Pour un film coréen, c'est quand même assez énorme et peu de films de Corée nous parviennent, peut-être un peu plus depuis lors, hein, depuis ce film-là, mais donc voilà, c'est une bonne occasion, je trouve, d'entrer, enfin, on va pas parler d'histoire, mais une bonne occasion d'entrer dans un cinéma qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours, je pense. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. On aurait pu se dire que c'est un petit peu... De temps à autre, on voit qu'un film iranien ou irakien ou indonésien pourrait être primé à Cannes et se dire que ça pourrait être quelque chose d'assez vague et abstrait. Mais ici, c'est très concret et on suit un thème qui est, pour moi, clé et qu'on retrouve très souvent dans toutes les œuvres coréennes, c'est une opposition des classes sociales. Donc je pense qu'à chaque fois qu'on regarde une œuvre coréenne, on peut essayer de se dire où se trouve cette séparation ou quelles sont les tentatives de séparation de classe et je pense qu'on va la retrouver. Si on regarde Squid Game, on le voit que c'est aussi une affaire d'argent, une affaire de classe. L'endettement, c'est aussi quelque chose et la société de consommation, c'est quelque chose qui revient très souvent et ce film ici répond également à ces critères. Donc on va suivre une famille, la famille Kim, qui vit dans des conditions insalubres, dans une sorte de sous-sol très humide et sombre. Il donne l'impression de vivre dans une seule pièce à 4, les 2 parents et 2 enfants, et on nous indique très clairement qu'ils sont tout en bas de l'échelle sociale. Et petit à petit, la famille Kim va parvenir à s'infiltrer dans la vie luxueuse d'une autre famille, la famille Park, totalement à leur opposé. Donc, ils vivent dans une villa magnifique, 2-3 étages, avec un sous-sol aussi gigantesque. Ils ont une piscine, si je me souviens bien, un beau jardin. Tout cela on imagine que ce sont les beaux quartiers de Séoul, sûrement. Et alors, la famille parvient en fait à s'infiltrer pour essayer de s'enrichir un petit peu, mais aussi d'améliorer leurs conditions de vie, en s'inventant de nouvelles identités.
Donc, cela commence avec la jeune fille qui se prétend être professeure d'anglais, qui va donner des cours aux enfants. Puis, elle parvient à caser son père comme chauffeur, quelqu'un d'autre, je crois que sa mère comme femme de ménage. Et petit à petit, les 4 membres de la famille vont commencer à travailler pour la famille Park, tout en prétendant ne pas se connaître du tout. Donc, à chaque fois, elle prétend connaître un excellent chauffeur ou une bonne femme de ménage et de les pistonner de cette manière et de les faire arriver dans cette famille. Donc, c'est un plan qui est ingénieux. On apprécie de voir, d'une certaine manière, de voir l'ingéniosité de ce plan. Et on se rend compte que petit à petit, il faut faire attention au niveau des backstory, donc les histoires personnelles quand on commence à discuter avec ses propres patrons. Et évidemment, la peinture ou le vernis commence à se fissurer petit à petit. Il y a une tension qui va monter jusqu'à un final, je veux dire, difficile, mais peut-être grandiose d'une certaine manière. Et c'est aussi très bien filmé avec chaque plan, chaque symbole et des moments clés qui sont réutilisés plus tard dans le film. Donc ça vaut le coup aussi de le voir de ce point-là. Je dirais que c'est un des meilleurs films qui m'ait été donné de voir ces dernières années, donc je peux fortement le recommander. Jean-Philippe, tu l'as vu, toi? Moi, je l'ai vu, mais je l'ai vu très tardivement parce que donc je me souviens bien, lorsqu'il est sorti en 2019, il a fait beaucoup de bruit, plus cette victoire de la Palme. Et j'ai mis vraiment, je pense même que ça se compte en années, plusieurs années pour le voir. Je me suis laissé le temps en fait, parce qu'à un moment, moi personnellement, quand il y a trop d'attention autour d'un film, parfois voilà, ça me rebute, je fais un petit pas de côté et j'attends. Et l'attente a été appréciée parce qu'une fois que j'ai pu le regarder dans les bonnes conditions, eh ben, j'ai beaucoup apprécié et je rejoins entièrement ce que tu as décrit, Maxime. C'est vraiment, ça se met pièce par pièce pour former ce grand puzzle un peu dramatique. Et finalement, voilà l'histoire qu'on connaît et qui est décrite dans le film. Et c'est vrai qu'il est assez bluffant. On est sur quelque chose qui n'est pas totalement incroyable ou fantastique, mais petit à petit, ce film s'installe et il y a une sorte de malaise aussi. Je ne sais pas si tu vas rejoindre cette idée comme moi, mais cette sorte de malaise et puis de voir que le contrôle a été entièrement pris et qu'il n'y a plus de marche arrière possible, c'est quand même quelque chose. Et donc oui, il est très clairement aussi personnellement dans un des tops de ces dernières années, un très bon titre aussi. Pour une origine aussi, voilà, peu attendue. En effet, comme tu disais, on se dit, ah tiens, un film coréen, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Et finalement, très bonne surprise. Oui, et entre-temps, j'ai eu l'occasion de voir aussi Mickey 17. J'ai commencé Memories of Murder, qui est un de ses plus anciens films, que je n'ai pas encore terminé. Donc c'est aussi un réalisateur qui fonctionne bien, qui tente différentes choses, donc ça aussi appréciable. Et donc on termine alors cet épisode. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt. Merci, salut Max, Merci. salut Jean-Philippe. Merci messieurs, Merci. à la prochaine. Terminé.